Bienvenue. Il s'est retiré du gouvernement en mars 2017 et depuis, il incarne une opposition ferme et radicale au régime de la rupture. Et Candide Azanaï, l'ancien ministre délégué à la défense du chef de l'État, Patrice Talon, et président également du parti Restaurer l'Espoir, était face encore une fois aux hommes des médias. Ce soir, à Cotonou, nous proposons un extrait que voici. Notre pays amorce un virage délicat et ceux qui le gouvernent en ce moment ne me paraissent pas en train de mesurer toute la gravité de leur propension suicidante à se croire, au nom de la prétendue toute-puissance de l'argent, tout permis en système de démocratie moderne fondé sur les exigences de l'état de droit. La corruption des lois, déjà décriée par Montesquieu et avant lui par Aristote et bien d'autres, la corruption des lois par abus de la vénalité pathologique des législateurs, nos législateurs, la plupart, soumis par l'ignorance, la nécessité et la couardise, exposent à suffisance comment le pouvoir de la rupture fait basculer la démocratie et l'état de droit en un régime despotique de type plutocratique par l'instauration d'un état de loi caractéristique d'un pouvoir autocratique. Il y a une confusion entre état de loi et état de droit qu'il convient de dénoncer afin de nous en prémunir. Lorsque les lois ruinent les valeurs, nuisent aux valeurs, lorsque les lois nuisent aux principes et aux droits fondamentaux de la personne humaine, l'État qui s'en prévaut cesse d'être un État de droit. Un tel État qui se fonde sur des lois iniques, injustes, incongrues et inapplicables perd dans cette condition le statut de démocratie moderne et d'État de droit. Nous sommes dans un tel cas actuellement en République du Bénin. C'est face à cette évidence, suite à la déclaration faite par le chef de l'État, M. Patrice Talon, le 6 mars 2019, et après l'évaluation de la stratégie de pourrissement que déploient actuellement les relais parlementaires du pouvoir de la rupture, que je voudrais m'entretenir avec vous sur l'impasse électorale et la crise politique qui en est conséquente. J'évoquerai avec vous les limites interdites de franchissement par l'article 66 de la Constitution. J'ai réitéré l'appel à la rencontre de l'ensemble de la classe politique en vue de solutions consensuelles pour une sortie de crise apaisée. Je finirai par nous rappeler que le choix de ce jour 27 mars 2019 est pour marquer l'an 2 de mon retrait volontaire du gouvernement, ce que les gens appellent démission, et de l'équipe de la rupture. J'inscris mon action de ce jour, de cet après-midi, comme un nouvel avertissement dans la même ligne sacrificielle du 27 mars 2017 que j'ai adopté. Le contexte actuel. La majorité parlementaire soutenant le pouvoir Patrice Talon a poussé au vote les yeux fermés des lois inopérantes, gorgées d'incongruités, donc inapplicables. À la mise en œuvre de la loi sur la réforme du système partisan et celle sur le code électoral, ces deux lois ont conduit à une situation d'impasse électorale. L'opposition appelle à une concertation de la classe politique en vue de solutions consensuelles. Le président Patrice Talon esquive un complot de retour à un parlement de type ANR pour les plus jeunes, Assemblée nationale révolutionnaire sous le parti unique PRPB. Un tel complot est ourdi par le pouvoir de la rupture avec Patrice Talon lui-même à la manette. La Sénat, vous l'avez vu, vous l'avez écouté, vous l'avez suivi, a été contrainte visiblement à prêter faveur aux seules deux formations politiques de Patrice Talon, érigées par obscurantisme d'État en parti politique. Et par enchantement, ces deux seuls désormais partis, le Bloc républicain et l'Union progressiste, sont qualifiés pour prendre part aux élections législatives du 28 avril 2019. Toute l'opposition est exclue. Tous les partis politiques estimés hostiles à Patrice Talon disqualifiés. Une crise politique s'installe. La communauté de la CEDEAO est saisie. Le 6 mars 2019, le président Patrice Talon reconnaît l'impasse et appelle dans une déclaration publique à une sortie de crise. Mais dans les faits, il choisit la voie du pourrissement et de l'enlisement. Et pour cause, petit 1, il confie au président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Oumbédi, le dénouement de cette crise, feignant d'ignorer, lui Patrice Talon feint d'ignorer, le rôle que celui-ci, Maître Oumbédi, a joué dans le vote de lois inapplicables qui plombent actuellement l'organisation apaisée des élections législatives du 28 avril 2019. Il ne rappelle pas à l'ordre ni les membres de son gouvernement qui continuent de déclarer que seuls les deux partis politiques du président Talon prendront part aux élections législatives du 28 avril 2019. Il ne rappelle pas également à l'ordre ces députés du BMP qui déclarent
et qui se déclare qu'il n'y aura jamais consensus et se déclare véhément hostile à toute solution consensuelle de sortie de crise. Et ça traîne depuis le 6 mars 2019. Pourtant, tout le monde reconnaît qu'il y a urgence. L'opposition, dès le 18 février 2019, ne cesse d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur le coup de force planifié et en cours d'exécution au Bénin contre la première démocratie pacifique en Afrique. Une démocratie pacifique, la toute première sortie des conférences nationales chez nous en Afrique. La responsabilité personnelle de Patrice Talon est engagée contre l'ordre républicain et démocratique hérité de la conférence nationale de 1990. Voilà le contexte. C'est ce contexte. Et je rappelle, parce que quand nous allons quitter ici, il y aura des esprits qui vont travestir nos pensées, feignant de ne pas comprendre ce qui se passe. Quel est le contexte? Le contexte, c'est que le processus électoral est lancé, le corps électoral est convoqué, et en plein déroulement du processus, le gouvernement, le pouvoir de la rupture, vicie, change les règles du jeu, introduit une pièce illégale qui n'existe pas, et à partir de là, sème le trouble dans le processus. Vigile avancé, Candide Azanaï a parlé, il revient sur sa démission. En tout cas, lui, il préfère le thème retrait du gouvernement. Il fait un état des lieux du processus électoral. Il parle d'un état de loi, que nous sommes en pente glissante d'un état de droit vers un état de loi. Il parle notamment des lois qui ruinent les valeurs. Finalement, est-ce que le Bénin qu'il peint aujourd'hui est vraiment ce Bénin dans lequel nous vivons? Si Candide Azanaï s'était arrêté là, j'aurais pensé à une sortie presque inutile. Je pense que là, il est fondamentalement revenu sur, encore une fois, la responsabilité du chef de l'État. Il a montré Patrice Talon comme celui qui, encore une fois, devrait pouvoir sortir le Bénin d'affaires en de pareilles circonstances. Et il a dit, n'est-ce pas, disons, le rôle qu'a joué l'opposition pour qu'on en soit là. L'opposition qui, rappelez-vous, donc, et il a rappelé également, avait déjà fait le déplacement du palais de la République pour aller signifier au président Patrice Talon. Et avant le 25 février, donc, l'opposition qui, après cette sortie d'Azanaï, lui avait envoyé, n'est-ce pas, l'appel lancé en ce lieu-là, toujours pour la même demande, à savoir qu'il puisse jouer son rôle pour qu'on puisse sortir d'affaires. Le chef de l'État ne s'est rendu compte du blocage que le 6 mars, mais visiblement, ses soutiens à l'Assemblée nationale, c'est presque le mot de Candide Azanaï, ses soutiens ne jouent pas franc jeu. Donc encore une fois, il évoque, n'est-ce pas, l'article 66, peut-être le dernier recours. Pour ceux qui ne savent pas, hein, je donne rapidement lecture donc, de l'article 66 évoqué par l'ancien ministre, si vous voulez, Candide Azanaï. En cas de coup d'État, de putsch, d'agression par des mercenaires ou de coup de force quelconque, tout membre d'un organe constitutionnel a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Autrement dit, il estime que l'ordre constitutionnel, la légitimité constitutionnelle, comme c'est écrit donc dans cet article-là, est aujourd'hui en panne, en problème. Et donc, tout moyen serait bon pour rétablir cet ordre-là. Suivez mon regard. Moi, j'estime que, je ne sais pas, les signaux de ces derniers temps ne sont pas en faveur, n'est-ce pas, disons, d'un compromis immédiat. Plus rien n'est gratuit. Plus rien n'est gratuit. Il a également évoqué cette sortie donc d'un professeur agrégé de droit pour expliquer, pour prendre parti pour une partie dans tout ceci. Je ne sais pas. Je disais déjà hier, j'ai dit il y a plusieurs fois que on connaît bien la destination, la sortie
n'est-ce pas, de Madame Dandy Nyamon n'est que, de mon point de vue, pour corroborer ce qui se voit, ce qui se lit juste là. Est-ce que le chef de l'État, puisque lui, il n'a pas encore dit son mot, son silence, oui, peut être interprété comme une caution. Ça peut être interprété comme un défaut de sincérité. Tout comme quand on veut être optimiste, on peut dire qu'il n'a pas encore dit son mot. Peut-être son mot va être en faveur, n'est-ce pas, du dénouement des choses. Son mot va être pour se démarquer, n'est-ce pas, de ses partenaires politiques à l'Assemblée nationale qui font une option plutôt de l'enlisement. Je vous rappelle plus que la commission des lois n'a pas étudié les textes à elle envoyés pour, n'est-ce pas, sortir d'affaires les lois dérogatoires comme on dit. Et donc l'Assemblée va se retrouver, du moins les députés vont se retrouver en plénière demain au statu quo et on n'aura pas avancé. Vendredi, ce serait la fin de la session, peut-être la fin de la mission du président de l'Assemblée. Est-ce que la sortie du candidat Zanaï nous aura avancé autre mesure? Je trouve que c'est une menace, une douce menace, même si l'homme dit qu'il n'a pas peur de la prison. Il n'a pas non plus, disons de mon point de vue, il n'a pas non plus pris un manteau qui devrait pouvoir le compromettre, qui devait, n'est-ce pas, amener à peut-être penser qu'il était en train de pousser à la rébellion, à l'insurrection, quelque chose du genre. Non, je ne pense pas. Et voilà, il faut lire cet article 66 et le relire pour comprendre ce bâtiment, c'est qu'il veut bien insinuer. Alors, Nelly Dodinou, vous avez écouté l'ancien ministre délégué à la défense de Patrice Talon. Il estime qu'il s'était retiré, pas démissionné, retiré du gouvernement. Il évoque l'article 66 de la Constitution. Est-ce que vous pensez que la porte du salut réside dans cet article-là? Non. Non. Moi, je dis tout de suite non. Je dis tout de suite non. La porte, c'était les députés qui n'avaient qu'à revoir les choses. Je ne sais pas si c'était vraiment une loi dérogatoire où il faut vraiment supprimer cette loi-là et appliquer l'ancien code, les lois existantes par le passé. Aujourd'hui, le salut, peut-être la porte, c'est la Cour constitutionnelle. On l'avait dit ici hier. Hein. Le schéma qui se dessine, c'est que demain, il n'y aurait rien, sauf miracle. Mais quand les signaux sont là, vous avez déjà une idée de ce qui va se passer demain. Après, le Parlement, ce serait autour de la Cour constitutionnelle de trancher. Je ne vous arrête pas, mais vous avez suivi cette sortie de Madame la professeure agrégée de droit public sur une chaîne privée de la place, repris quand même, un élément repris sur certaines chaînes de télé, notamment également le RTV ce jour, qui écartait systématiquement toute intervention de la Cour dans ce débat actuel, que la Cour n'a rien à foutre dans ce débat parce qu'il n'y a pas blocage institutionnel. C'est elle qui pense qu'il n'y a pas blocage. Il y a bien blocage. Il n'y a que des frictions politiques, pour reprendre son expression. C'est elle qui analyse et pense que c'est des frictions. C'est ça. Les jeux de mots, les intellectuels aiment bien les utiliser. Chacun dans son rôle. Et sa sortie vient tout comme pour prendre parti à ceux qui pensent qu'il n'y a pas de problème. Elle rejoint le BMP, qui pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas péril à la demeure. Elle rejoint le BMP. Alors que vous êtes expert de la chose. Vous êtes venu pour donner plus de précision sur les faits. Mais dès que dans vos commentaires, dans vos exposés, vous prenez parti, déjà, acceptez que l'on n'arrive pas à considérer tout ce que vous dites. Moi, de mon petit que moi je suis bébé, en droit, elle est agrégée de droit international.
les spécialistes des questions de droit, elle a été mon professeur. Écartons toute idée de juridisme qu'on est en train de démontrer là, et que acceptons les faits dans leur réalité. Les faits, c'est quoi? Actuellement, nous avons quel problème? L'incapacité ou bien la difficulté d'appliquer une loi. Et on pense qu'en trouvant un consensus, on peut régler le problème. Mais elle pense que ce n'est pas encore un problème, c'est des frictions et que la Cour n'a rien à voir. Parce que déjà, la Cour a commencé par être mise devant ses responsabilités. Ça pèse lourd et ça va peser lourd sur les épaules de la Cour. Puisque c'est elle qui sera peut-être le dernier recours, la décision qu'émanera de ce juge constitutionnel garant de la paix dépendra de la tenue que prendra les choses dans la République. Imaginez un instant que la Cour dit les deux blocs peuvent aller aux élections. La Sénat met en place le spécimen. Je touche du bois. Quelle sera la réaction des autres qui ont été écartés définitivement? Vous savez très bien que l'exclusion crée la frustration. Et la frustration engendre ce que ça engendre. Donc moi, je pense que l'interprétation des textes, des lois, de tout ce que nous faisons, ne doit pas se faire en autarcie ou en marge des faits réels, en marge de la société. Nous vivons une situation. C'est jouer à l'hypocrisie que de nous faire croire qu'il n'y a rien. Qu'il n'y a rien. Moi, je ne sais pas. Soit la Cour, elle est en train de vouloir ne pas porter sur ses épaules ce poids parce que c'est trop lourd à porter. Et qu'il faut déjà commencer par l'écarter du chemin pour dire ne venez pas vers moi et on trouve la voie qui pourra porter ça. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Le salut peut-être viendrait aussi du chef de l'État. Ce n'est pas pour rien que il est le chef suprême des armées. Il est le premier magistrat. Ce n'est pas pour rien qu'on lui a donné tous les titres. Quoi qu'on dise, parfois il a le dernier mot dans la République. Si vraiment il s'asseyait et rappelait à l'autre, comme Candide l'a dit tout à l'heure, l'honorable Candide Azanaï l'a dit tout à l'heure. Vous voulez un consensus, vous voulez une élection inclusive. Et dans le même temps, j'ai expliqué également hier, vous ne rappelez pas votre troupe à l'ordre. Vous voulez une chose, mais ceux qui sont censés vous aider à réaliser la chose font autre chose que ce que vous avez souhaité. Alors que vous avez les moyens de leur faire des rappels à l'ordre pour qu'ensemble, ils suivent votre ligne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il y a une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Soit il y a une stratégie politique qui se dessine en dessous. Je vous l'ai expliqué hier en prenant votre cas. En tant que père de famille, vous avez enfant, vous avez des conflits de famille. Et ensemble, vous décidez pour dire, réglez-moi ce problème. Moi, je prends l'engagement, vous deux, les enfants, allez régler le problème. Et qu'en dessous, vos enfants font autre chose que ce que vous avez décidé ensemble. Et vous dites ne pas être courant, vous dites ne pas être informé parce que les enfants sont grands et indépendants. Non. Non. C'est que vous avez fait l'option de faire du saupoudrage, de faire quelque chose qui... Votre objectif n'est pas ça, mais vous voulez afficher quelque chose d'autre. De toutes les façons, Candide Azanaï, lui, sans embâche, il a renvoyé la balle au palais de la Marina. Bon, si... Il y voit la responsabilité du chef de l'État, directement, sans autre mesure. Oui, c'est ce qu'on peut dire, la lecture d'après la description que je vous ai faite tout à l'heure. Seul le président de la République. Vous ne pouvez pas vouloir d'une chose. Et que ceux qui sont avec vous font autre chose, sans qu'il n'y ait pas de rappel à l'ordre, sans qu'il n'y ait pas d'eau. En tout cas, vous ne prenez pas d'acte pour démontrer qu'en réalité, vous voulez de la chose. Ça pose un problème. Et quand déjà les juristes, les intellectuels se mêlent déjà et prennent parti et veulent écarter déjà la Cour, parce que chaque communication... Vous pensez que c'est une mission bien commanditée, ça? Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. C'est quand même, on a vu, avec tout le respect que nous vouons quand même aux intellectuels dans la République, nous avons quand même suivi d'indignement prendre fait et cause, critique certainement du projet de révision de la Constitution
en 2017. Il a combattu le projet de Patrice Talon. Si la même personne revient aujourd'hui et explique que la Cour ne doit pas intervenir, la Cour ne peut pas se substituer aux constituants en prolongeant par exemple le mandat des députés. Elle s'est substituée aux députés et a créé le certificat de conformité. En fait, c'est une question de logique. C'est une question de raison et de bon sens. Le blocage aujourd'hui, c'est... Au fait, de tout ce qu'on dit là, quel est le problème? C'est pas les deux bouts de papier là, le certificat de mise en conformité et le quitus fiscal. C'est pas ça le problème. Parce que ceux qui veulent aller aux élections et en ont les moyens, on peut payer la caution. Ou bien, ou quand on va leur livrer le certificat de mise en conformité et les quitus fiscaux, pourront payer leur caution. Le débat ne se fait même plus autour des cautions. Les 10%, c'est un autre débat qui va se faire après l'élection. Le problème aujourd'hui, c'est deux bouts de papier. Et le bout de papier qui même crée le gros blocus, c'est le certificat de mise en conformité. D'accord. Si elle, la Cour, a pu légiférer pour nous créer une situation dans laquelle nous sommes, elle peut aussi, prendre la responsabilité sur elle de retirer le certificat. Ce n'est pas de se dédier, mais vous posez en date qui crée une situation malheureuse pour la République. Vous ravalez votre orgueil, vous revenez, ils vous diront revirement de jurisprudentiel. Revirement jurisprudentiel, on vous dira revirement de jurisprudence. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on a vu autant la Cour, depuis la Cour de Dossou jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des revirements jurisprudentiels. C'est-à-dire, la Cour a dit quelque chose en temps T1 et en temps T2, cette même Cour revient sur la même décision. On a même vu des cours s'installer en moins d'une semaine, battre en brèche d'autres décisions. On nous a parlé de jurisprudence, revirement et tout. Patrice Savala, vous avez écouté Candide Azanaï. Lui, il faille activer l'article 66 de la Constitution pour mettre fin à ce bazar. Je pense que l'ancien ministre Candide Azanaï a exploré plusieurs pistes pour la sortie de la crise dans laquelle nous sommes plongés depuis quelques semaines. Crise liée à ces élections législatives prévues le 28 avril prochain. Il a fait le diagnostic de la situation que nous vivons en essayant de situer les responsabilités au vu de la lecture qu'il a eu à faire de cette situation. Je pense que l'article 66, ce n'est pas seulement ça. Il a quelque part dire que on n'aurait pas pu remettre entre les mains du président de l'Assemblée nationale la recherche du consensus souhaité par le chef de l'État pour sortir de cette crise. C'est aussi une piste de solution qu'a proposé l'honorable alors par rapport à cette sortie qu'il a effectuée dans l'après-midi de ce mercredi. Et je pense que avant de le faire, Candide Azanaï a touché du doigt un certain nombre de choses qui étaient déjà connues dans la République parce que beaucoup ont eu à faire le débat autour ces articles, ces rencontres, ces sorties médiatiques de l'opposition. Déjà le 18 février, il a rappelé que l'opposition avait commencé par attirer l'attention de tous, aussi bien l'opinion publique nationale que internationale, sur cet état de choses, sur ce que le Bénin se préparait à vivre les jours suivants. Et ça n'a pas raté. Nous y sommes. Nous sommes dans l'impasse, reconnu par le chef de l'État lui-même le 6 mars, à la rencontre avec certains acteurs de la classe politique béninoise. Et Candide Azanaï a également rappelé cette rencontre qu'a eu le chef de l'État avec les partis de l'opposition, rencontre au cours de laquelle, si vous devez vous rappeler, il y a eu un échange presque houleux entre le chef de l'État et l'honorable député Éric Houndété. Quant à cet article qui instituait le certificat de conformité, puisque le chef de l'État disait à Éric Houndété
le député, qu'il mentait. Et à l'honorable de dire qu'il ne ment pas. Et qu'il appartenait au chef de l'État de lui démontrer, à travers les tests qui sont votés au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il était en train effectivement de mentir, ce que le chef de l'État n'a pas pu faire. Et Candide Azanaï, à la faveur de cette sortie, l'a rappelé aujourd'hui pour rappeler, en fin de compte, que le président Patrice Talon a promulgué des tests votés à l'Assemblée nationale dont lui-même ne maîtrise pas le contenu. Étant entendu qu'il disait que l'honorable était en train de mentir, en faisant comprendre qu'il n'y a nulle part dans cette loi votée à l'Assemblée nationale un article qui parle de certificat de mise en conformité pour les partis politiques. Mais en temps, la Cour avait déjà sorti la décision. Oui, la Cour a sorti à elle la décision, Nelly l'a rappelé. La Cour a légiféré en lieu et place des députés. Ce sont les députés qui légifèrent. Et il appartient à la Cour constitutionnelle de vérifier la constitutionnalité des textes qui sont votés au niveau du Parlement avec la Constitution de la République. C'est le rôle que la Cour constitutionnelle a joué et non de se substituer à l'institution parlementaire. Et c'est bien là où nous en sommes. Puisque le problème que nous avons aujourd'hui, elle a également rappelé, c'est ce fameux certificat de mise en conformité ajouté au quitus fiscal, en dépit de ce que les acteurs politiques qui veulent aller à ces élections législatives auraient payé tout ce qu'on leur demande comme impôt. Et malgré ça, mais ils n'ont pas eu le quitus fiscal. Et selon vous, quand vous suivez Candide Azanaï, quand vous suivez Madame la professeure agrégée de droit public. Encore là, Candide Azanaï est revenu sur son cas. Elle a pris parti ce qu'elle ne devait pas faire étant conseillère à la Cour. À la Cour suprême, bien sûr. Et donc, étant conseillère à la Cour suprême, ne devait pas faire cette sortie médiatique parce que l'obligation de réserve l'oblige à ne pas faire cette sortie médiatique. Et malheureusement, c'est un peu comme un arbitre également qui a parlé et a affiché sa position vis-à-vis de l'opinion publique et nationale et internationale. Aujourd'hui, si on doit retourner les choses au niveau de la Cour suprême, on peut déjà imaginer, administratif, on peut imaginer la réponse qu'on aura de là. C'est une maldonne, c'est une mauvaise sortie que la conseillère a fait. Vous pensez que c'est passible de sanctions, que c'est une faute mineure ou bien majeure qu'on pourrait peut-être laisser passer? Non, ne m'amenez pas sur ce terrain, je vais le tomber. Mais puisque faute mineure, faute majeure, une faute reste une faute. Puisque vous me permettez, puisque Ousmane Batakor, le chef de l'institution, la Cour suprême, a également suivi l'intervention de la conseillère. C'est le président de la Cour. Si les tests de l'institution lui permettent d'interpréter cette sortie d'un de ses membres, je pense que le président Ousmane Batakor le fera d'ici à là, puisque c'est dans la journée de ce mercredi que cette sortie a eu lieu. On ne va pas s'empresser de prendre la décision en lieu et place de Ousmane Batakor. Je pense que ce sont eux qui lisent les tests, ce sont eux qui appliquent les tests. Nous ne sommes que de simples populations. Donc vous ne vous retrouvez pas, Patrice Avala, vous ne vous retrouvez pas dans les explications de Dandy Nyamou. Je ne l'ai d'ailleurs pas suivi, mais j'ai quand même suivi le président de Restaurer l'Espoir ce soir, qui m'a rafraîchi la mémoire, en ce sens qu'il est revenu sur cette sortie médiatique qu'il a jugée inopportune. Inopportune parce que la personne de qui a fait cette sortie ne devait pas le faire. Et ce qu'elle a dit en tant qu'arbitre, ce n'était pas opportun. Et quand c'est comme ça, dans une crise, nous sommes en crise. Et il faut bien un arbitre pour quand même... Justement, l'arbitre nous parle de friction politique. Et que la justice ne devait pas intervenir, interférer dans ce qui se passe aujourd'hui. Et d'où viendra la solution? Peut-être du côté du chef de l'État. Elle a proposé quand même qu'on puisse peut-être toucher à l'article 80 pour proroger donc le mandat des députés, et ça revient aux parlementaires de le faire. Elle a proposé, à défaut du consensus, bien évidemment.
c'est ce que rejette l'opinion publique nationale. Vous avez entendu le président de l'Assemblée nationale dire, après ces consultations, que l'opinion publique ne veut pas d'une révision de la Constitution. Pourquoi insiste-t-on à aller là où il ne faut pas aller pour que l'on puisse rester dans notre pays en paix? On dit, après avoir écouté les uns et les autres, il ne faut pas aller sur ce terrain-là. C'est quand même simple. Si tant est que les constitutionnalistes ont proposé des solutions, des pistes de solutions qui nous écartent de la révision de la Constitution, mais pourquoi les politiciens insistent-ils à aller à l'article 80 pour nous amener dans une nouvelle république? Ça veut dire que derrière la tête se cachent d'autres idées qu'ils vont nous révéler certainement. Alors, parce qu'on a quand même fait sortir un rapport pour déclarer son incompétence, en quelque sorte. Ça signifie que ce jeudi, on n'aura rien au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, on sera complètement dans l'impasse en ce moment-là. Le blocus est toujours déjà ce profil à l'horizon. C'est presque que le consensus, sauf cataclysme et puis revirement de la situation. Demain, si nous assistons à ce consensus, comme le dirait donc le croyant, Dieu merci, mais rien pour le moment ne se dessine dans ce sens. Je vous propose ici et maintenant d'écouter une fois encore Candide Azanaï. Cette fois-ci, il aborde l'article 242 et puis les 249 millions comme caution à payer. L'article 242 est la falsification de la représentativité. Hormis l'illisibilité de cet article par ceux-là même qui l'ont inspiré, c'est l'illogine du seuil de 10% au plan national qui vide le code électoral des exigences que sont l'équité et la justice, sans lesquelles aucune disposition ne saurait être érigée ou ne saurait acquérir le statut de loi. L'imposition du seuil de 10% est une source potentielle de vol aux électeurs concernés du suffrage exprimé par eux, avec le risque de l'instauration d'une démocratie à représentation injuste, tronquée et faussée. Ce que je dis là, malgré le français que j'ai mis un peu au bas niveau, je voudrais vous l'expliquer. On élit quelqu'un à Kévier. Cette personne est élue à Kévier. Et on dit que parce que à Djara, il n'y a pas eu de performance de sa liste, cette personne ne siégera pas. Donc les populations ne verront pas les leurs qu'elles ont élus à Kévier. Les populations ne verront pas cette personne. Et les populations verront qui? Celui que les populations ont hué, ont chassé, et celui qu'ils ont refusé dans les urnes. La démocratie, le moyen de la démocratie, dans les années 60, ce qu'on nous a expliqué, le moyen de la démocratie, c'est les élections. La démocratie représentative, son moyen, c'est-à-dire son système même, son gicleur, c'est les élections. Si les élections sont falsifiées, si la représentation de l'élu ou de l'électeur sont falsifiées, c'est faussé. La démocratie aussi est falsifiée. Qui a pu leur mettre d'écrire ces choses dans une loi? Qui lui a enseigné ça? Quels sont les constitutionnalistes qui sont autour du chef de l'État? Sachant que lui, il est un privatiste. Il est un homme du privé. Il est un homme qui est dans une dimension de négation de l'État. Alors, les constitutionnalistes et les hommes politiques qui savent ce que c'est que le pouvoir public, la vertu de la puissance de l'État, doivent être à côté du chef de l'État pour lui dire non, ça là, ce n'est pas possible. Un chef d'État ne peut pas fonctionner qu'avec des courtisans. Un chef qui ne veut avoir autour de lui que des courtisans va sombrer. Donc, il y a un problème. Cette clause de 10%, c'est une clause dangereuse. On ne peut pas le mettre. On ne peut pas mettre cette clause-là, mettre cette clause. Ce n'est pas possible. C'est un élément excluant. Nous avons dit ça. On ne peut pas accepter. Nous avons également un élément d'exclusion qui est quand même ridicule. J'ai posé la question le représentant du secrétaire général des Nations Unies, le doyen et très respecté, son Excellence Mohamed Ibn Chambas. Je lui ai dit de me dire, dans le monde, lui qui a beaucoup voyagé, qui a réglé beaucoup de crises, de me dire dans le monde, s'il y a un seul pays au monde, un seul pays dans le monde, dont la caution est 249 millions. Un seul. Ça n'existe pas au monde. Aucun pays n'a fixé son seuil. Une caution, c'est-à-dire le droit pour jouir du droit politique, c'est-à-dire ce qu'il faut pour jouir du droit politique, aucun pays ne l'a fixé à 249 millions. Donc, il y a une indécence de la caution de 249 millions. Il s'agit d'une indécence ridicule et avilissante. Il convient de ne pas nous divertir sur cette singularité mondiale qui renseigne sur la psychologie pathologique des auteurs de la sélection du droit électoral par la discrimination censitaire. Ici, c'est l'intrusion de la perversion de l'argent avec le risque de l'instauration de l'apartheid électoral. Vous savez, en Afrique du Sud, mais c'est ça. Les riches peuvent être candidats.
Les pauvres ne le... Mais pourquoi les pauvres iront voter pour les riches? Ils ne se sont pas posé cette question. Vous êtes pauvre, vous ne pouvez jamais être élu. Les riches disent, eux, ils seront élus parce qu'ils ont l'argent. Mais pourquoi les pauvres vont-ils être contraints d'aller voter pour eux? Il y a une falsification, il y a une injustice. Vigilance, falsification de la démocratie, vol des suffrages des électeurs, en tout cas des éléments excluants, voient quand même candidat Zanaï. Moi, je reviendrai plus sur ces propos. Je concède à candidat Zanaï qui ne s'était pas prononcé sur le sujet. On a largement fait le débat de l'article 249 de la caution. Moi, je reviendrai parce que je ne sais pas si c'est déjà le sujet qu'on évoque ainsi, la sortie donc de cette professeure, n'est-ce pas, Dandi Nyamou. Je reconnais tout de même avec elle que c'est plus l'application de la loi là qui nous a menés dans ce problème-là, puisqu'elle dit que il n'y a pas de crise juridique, mais il y a plutôt crise dans l'application de la loi. Je suis d'accord, puisque d'une manière ou d'une autre, les gens se sont efforcés quand même de se conformer à cette loi-là, malgré les difficultés, malgré les pièges, comme j'ai souvent l'habitude de dire, n'est-ce pas? Mais le quitus aurait été délivré et ça a été vu. Le dernier en date, je veux parler de témoignage, c'est celui donc de Gagné Soglo qui, n'est-ce pas, a compté son chemin de croix, n'est-ce pas? Et donc, ces genres de difficultés auraient pu être levés qu'on ne serait pas dans ce type de problème. Le certificat de conformité ramené comme ça par la Cour constitutionnelle n'aurait pas existé, qu'on ne serait pas dans cette crise. Vous avez suivi donc cette sortie, et on ne le dit pas assez, du ministre de l'Intérieur qui disait que s'il fallait faire les choses comme l'impose, n'est-ce pas, ces deux lois-là, notamment la charte, eh bien, on ne serait pas arrivé même au bout de 2 mois. Mais par quel miracle, donc, les partis dits jumeaux, les 2 partis du chef de l'État ont pu subitement obtenir ça et quelques autres partis. Et aucun parti de l'opposition. Par quel miracle? Peut-être qu'il y a eu des fautes mineures. Non, justement, puis après, il a eu des fautes mineures et, comme vous dites, des fautes majeures pour les autres. Voyez? Donc, eh bien, on est dans cette crise et c'est d'abord ça qu'il faut qu'on constate. Moi, je ne vais pas faire la faculté de droit, mais je crois que le droit devait être le bon sens. On est en démocratie et vous trouvez que les 2 partis d'un seul côté, d'une seule partie, les 2 partis du pouvoir seulement vont en compétition en démocratie, en état de droit, et vous dites que c'est normal. Vous dites que on n'est pas dans une crise juridique, que les institutions n'ont pas de problème, on n'a pas de problème de régulation. D'accord. Mais ce n'est pas seulement une institution ici qui est en crise, c'est toute la charpente qui est menacée. Donc c'est même pire de mon point de vue qu'une seule institution en crise. Et elle devrait pouvoir s'en rendre compte. En plus, on constate à chaque fois que quand l'autre professeur, le professeur Diogbe nous sort, elle est toujours là pour prendre parti. Mais quel est ce jeu, quel est ce enfantillage-là? Moi, je ne comprends pas. Et c'est flagrant et ça se voit. Ça se voit et ça rabaisse la science. Ça rabaisse les hommes de science. Moi, je ne comprends pas parce que là, on a quand même dit la pédagogie et ça, ce n'est pas bon pour la société. Elle assume son statut. Hein, quel statut? D'intellectuel. Mais on trouve à redire là-dessus. C'est son avis. C'est son avis. Elle ne va pas nous interdire les commentaires non plus. Je vous dis, c'est basique. C'est basique. Est-ce que nous sommes en état de droit, nous sommes en démocratie, quand c'est uniquement les partis d'un côté, les partis du pouvoir ici qui vont en compétition? Est-ce que c'est normal? Est-ce que nous allons vers, n'est-ce pas, ce vide juridique si rien n'est fait? N'est-ce pas une crise, ça? N'est-ce pas une crise, ça?
Moi, je ne comprends pas. Je ne reviendrai plus sur le fait qu'elle n'ait pas le droit de pouvoir, son devoir de réserve. Je ne veux plus revenir là-dessus parce que, et il faut voir, en plus, les choses, ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Il n'a qu'à voir les acteurs qui, n'est-ce pas, ont assuré le service après-vente de cette sortie. Vous avez dit tantôt que c'est ramené sur l'ORTB, sur la télévision nationale. Absolument. Je l'ai suivi cet après-midi. Ce qui est extraordinaire déjà et qui n'est pas gratuit. Vous voyez, il faut voir ceux qui ont assuré le service après-vente sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu un de nos confrères, n'est-ce pas, chef directeur d'une télévision, prendre des défenses. Non, mais je pense que nous s'amusons avec le feu. Nous s'amusons avec le feu. Moi, je ne sais pas. J'espère bien que, encore une fois, on va pouvoir s'en remettre au chef de l'État, puisqu'il faut bien s'en remettre à quelque chose. Et donc, espérer que quand... Mais ce que vous dites là, Dandy Nyamou n'est pas également de cet avis. Le chef de l'État a fini sa mission. Il n'a même pas le pouvoir d'agir sur le processus. C'est là le flagrant délit. C'est là le flagrant délit. Elle dit qu'il a deux options, n'est-ce pas? Et la seconde, là, c'est celle que vous évoquez, à savoir que le processus continue. Elle fait cette sortie comme pour préparer les esprits à la décision de la Cour constitutionnelle. Dans ce sens-là. Et c'est flagrant. Elle dit oui, bon, si le processus va continuer avec les deux parties, simplement, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de crise. C'est flagrant, moi, je trouve. Bon, voilà, de mon point de vue, c'est une sortie qui n'est pas gratuite. Parce que, est-ce qu'elle a... Bon, je ne sais pas, elle a pu quand même réfléchir au sujet de son devoir de réserve et pourtant elle a pris cette décision. Vous demandiez tantôt s'il y aura sanction. Quelle sanction? Quelle sanction? Attendons de voir, puisque ça également, ce n'est pas gratuit. Vous avez maintenant votre tour de parole sur la question, rapidement. C'est votre professeur qui a parlé. Bon, je respecte son grade et titre et consort. Hein. Djogbenou aussi a été mon professeur, donc je leur dois un respect absolu. Mais toutefois, c'est eux qui nous ont appris à apprécier les tests dans leur contexte donné. Et nous ne pouvions pas être dans un contexte de crise et qu'on tienne ces propos parce que le titre le grand qu'on vous donne une crédibilité. L'on vous accorde une présomption de vérité. Et quand on dit agrégé, c'est que vous, bon, quand on dit agrégé de droit, vous avez quoi à dire? Mais quand on arrive, j'ai l'impression qu'on utilise les intellectuels à manipuler la masse. Au lieu qu'ils participent à trouver la solution, mais ils contribuent plutôt à embrouiller les cartes. D'ailleurs, après la sortie de Madame la professeure Dandy Nyamou, on a récupéré ce que Vigile appelait ceux qui ont assuré le service après-vente. On a récupéré des pans de son intervention pour contredire le professeur Joël Yvon qui avait mis déjà d'autres positions contraires. Voilà, je vous dis, il y a deux clans. Hein. Il y a le clan de Djogbenou, il y a le clan de Yvon. On est dans une république du genre. Et chaque fois quand l'autre sort, il faut une autre sortie pour contredire. Vigile a dit tout à l'heure, quand le professeur Djogbenou est là, il y a Dandy Nyamou qui vient après pour faire... moi, j'aurais souhaité que le droit soit au service de la nation. J'aurais souhaité que le droit soit au service de l'intérêt supérieur de la nation, de l'intérêt général. Et moi, je m'en remets. Je préfère accepter tout ce qu'elle a dit, c'est son avis. Hein. Je ne sais pas si c'est une consultation à la fête à la nation. Ça dépendra de ceux... Non, en tout cas, au moins... il a un aspect qui rejoint, n'est-ce pas, l'argument avancé par les députés BMP en commission pour rejeter, pour ne pas étudier ces lois, à savoir que... Il n'y a pas de crise. Non, oui, que ce n'est pas la loi qui a induit, n'est-ce pas, la crise, c'est l'application.
simplement. Donc, Oui. on peut aller voir maintenant la consultation, puisque vous en parlez. Voilà. Le droit doit être au service de la nation et de l'intérêt général. Et je m'en remets. Parce que demain, il peut y avoir surprise, mais je n'espère pas grand-chose. Qu'est-ce que vous appelez surprise? Suivons bien les choses. Les textes n'ont pas été étudiés. Sur quel rapport la plénière va faire? On n'espère rien Donc, de la Vigile, plénière. Nelly, vous prophétisez en direct ici. On ne prophétise pas, c'est une question de bon sens, c'est une conclusion. D'accord. On a confié un travail à la commission des lois et c'est sur la base de ce travail que la plénière va, n'est-ce pas, travailler. C'est ça que la plénière va examiner. Mais la commission dit, nous on n'a rien fait, on ne trouve rien là, on n'arrive pas à s'entendre. Ça veut dire qu'ils n'ont pas bougé. Et on viendra dire à la commission et à la plénière qu'il n'y a rien eu. Donc c'est pas une conclusion difficile ça, Joël. Patrice Avala, on va finir cette émission avec Un vous. débat aussi difficile ce soir. Oui, très difficile, puisqu'il y avait beaucoup à dire. Oui, Patrice Avala. Oui, cette sortie de la professeure me rappelle ce que disaient les députés du BMP qui ont estimé que les consultations que le président de l'Assemblée nationale avait eu à faire, c'était pas aussi... Ils ont apprécié en quelque sorte de leur manière ces différentes consultations parce que le maître Adrien Hongbeji disait qu'il a consulté des constitutionnalistes à qui il a demandé de lui envoyer un rapport écrit pour que cela puisse leur servir de base pour fonctionner au niveau de l'Assemblée nationale. Et les députés du BMP ont estimé que c'était pas gratuit parce que chacun apprécie selon sa position. Et donc, on a maintenant d'autres constitutionnalistes qui ont une position qui... Soit disant en passant, elle n'est pas constitutionnaliste. Elle relève du droit public, mais elle est du droit international. Ça n'a rien à voir avec la Constitution. Et quelqu'un disait tout à l'heure sur ce plateau qu'il y a le clan Djokbenou. Bon, il y a des clans des donc, on cherche en quelque sorte à opposer certains juristes à d'autres sur la même préoccupation. Et pendant ce temps, le pays, l'impasse continue. Les Béninois croisent les doigts et espèrent quand même pouvoir vivre en paix. Il faut reconnaître et savoir qu'en l'absence d'une paix sociale crédible, personne ne sortira gagnant. Il faut le dire de cette façon de la crise. Alors, nous allons mettre fin à cette émission ici et maintenant avec une gravité dans la voix. Je vous dis à demain. Parce que la crise continue, on espère demain pouvoir la fumée blanche.